Dans cette première partie de l'interview, Bernard de Montréal explique la différence entre l'esprit et l'âme. Il affirme que c'est l'âme qui s'incarne dans le corps humain, tandis que l'esprit travaille avec le matériel mémoriel de l'homme pour le faire évoluer. Il souligne également l'importance de comprendre cette distinction, car l'âme représente l'expérience humaine tandis que l'esprit est l'intelligence créative qui, à un certain stade d'évolution, s'unifie à l'âme. Il explique que l'homme a besoin d'un contact avec les autres plans pour élargir sa compréhension de l'expérience humaine et des limites de son expérience. Lorsque Richard Glenn lui demande comment l'être humain sur le plan inférieur peut être conscient de son esprit sur les plans de la lumière, Bernard de Montréal explique que cela se fait par la communication avec l'esprit, qui peut se faire par l'ouverture des voiles du plan mental. Concernant la question de savoir qui régit la vie de l'être humain sur Terre, D. de Montréal explique que sur le plan matériel, l'homme est régi par les forces astrales, y compris sa propre âme ainsi que d'autres entités astrales. Il souligne que si l'homme était en communication avec son double, il pourrait comprendre le mouvement de l'âme et des entités astrales dans sa conscience, ainsi que l'existence du plan astral comme un monde habité. Il précise que l'influence négative ou positive de ces forces ne confère pas à l'homme de l'intelligence. En réponse à la question de savoir si le plan astral est uniquement négatif, Bernard de Montréal indique qu'il y a un bas plan astral et un haut plan astral, mais que dans les deux cas, le plan astral est le plan de la mort. Il explique que c'est à partir de ce plan astral que l'homme s'incarne sur Terre et prend conscience du pouvoir de la mémoire consciente ou inconsciente dans sa vie personnelle. Cependant, il souligne que l'homme doit aller plus loin pour prendre conscience du plan mental afin d'ajuster sa conscience astrale sur le plan matériel et atteindre une vie libre et créative. L'esprit est capable d'entrer en relation avec l'être humain. C'est naturel et fait partie de sa fonction et de sa nature de descendre vers les plans inférieurs. Cependant, l'homme d'aujourd'hui a une pensée subjective et ne peut pas rationaliser les mystères de la vie de manière objective. Pour accéder à une intelligence supérieure qui expliquerait les mystères de la vie, l'homme doit passer à une étape supérieure de conscience. Il est important de vérifier les connaissances acquises pour se protéger. Recevoir des communications prétendument venant du monde de l'esprit peut être dangereux, car il existe le mensonge cosmique. L'homme ne doit pas croire même s'il est en communication avec son esprit, car il sera instruit de ne pas croire. La communication avec le double se fait par la voie de la conscience, mais le terme conscience est limité et utilisé de manière différente. Lorsque l'homme communique avec les plans mentaux, sa conscience s'élargit en conséquence. Mais à chaque étape, il doit prendre conscience des pièges et des illusions, y compris l'existence du mensonge cosmique. Avant que le double ne donne à l'homme une connaissance absolue sans condition, il travaille à purifier et éveiller la conscience, à la déastraliser, dans tous les plans de la conscience. Dans cet extrait, on parle d'une femme qui est très matérialiste et qui va vivre une expérience avec son double, ce qui va la faire remettre en question son matérialisme. On mentionne également le cas d'un homme qui a vécu une expérience de sortie hors de son corps suite à un accident, ce qui a complètement transformé sa vie et l'a ouvert à une conscience plus spirituelle. L'auteur explique que pour comprendre les phénomènes au-delà de la matière, il faut entrer en contact avec une intelligence supérieure présente dans d'autres plans. Il souligne également que l'homme est déjà en contact avec son double, mais qu'il en est inconscient. Il explique que la pensée est de la lumière, mais qu'elle est astralisée, c'est-à-dire influencée par les plans inférieurs. L'astral est présenté comme un monde parallèle créé par la mémoire. Il est invisible pour nous mais devient visible lorsque nous dormons. L'auteur explique que le plan astral est vaste et contient toutes les expériences de l'âme individuelle et collective. Il est souligné que l'existence de l'astral est un fait de la nature psychique de l'homme, mais que la compréhension de ces lois nécessite de passer à un niveau mental supérieur et de le regarder de manière objective. L'auteur précise que si l'homme est dans le plan astral, il est régi par les lois de l'âme, de l'involution, de la mort, des morts et même des lois lucifériennes. Dans cet extrait de conversation, l'interlocuteur mentionne la descente de l'énergie dans la matière et utilise le terme luciférienne dans un sens métaphysique, faisant référence à l'esprit qui se détache de la lumière pour construire vers les plans inférieurs. Il explique que le plan astral est régi par ces forces et que c'est pourquoi il existe une grande polarité entre le bien et le mal. L'homme, dans sa religiosité et sa conscience spirituelle, peut vivre des expériences liées au karma de l'humanité si celui-ci ne connaît pas les lois du plan astral. Ensuite, l'interlocuteur aborde la question de la démarche scientifique et de la liberté d'agir sur la réalité. Il fait référence à la créativité de la
conscience et explique que si l'homme est libre dans ce sens, il n'a plus besoin d'une morale involutive. Il cite l'exemple de vérifier les choses de manière scientifique, mais précise que cela fait partie de l'évolution de la conscience vers la liberté. L'homme libre, dans son expression créative, comprend les aspects involutifs mais ne les vit pas. Enfin, l'interlocuteur explique que les règles établies autrefois étaient nécessaires pendant l'involution lorsque l'homme n'était pas libre. Mais à mesure qu'il évolue, il a de moins en moins besoin de ces règles. Cependant, il sera tout de même forcé de respecter les règles involutives de la conscience dans laquelle il évolue, bien que celles-ci soient maintenant maintenues par l'État plutôt que par la religion. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que les règles sont nécessaires tant que l'homme n'a pas de conscience créative, mais une fois qu'il l'a, il n'a plus besoin de règles car il est déjà réglé. Il affirme que plus l'homme est conscient, moins il est affecté par les oppositions car il comprend l'aspect involutif de ces dernières. Il explique également que les événements mondiaux font partie du karma de l'humanité et que les individus conscients les voient à un niveau différent, sans en être terrorisés sur le plan psychique. Il précise que son travail public vise à conscientiser des individus plutôt que l'humanité dans son ensemble. Il fait la distinction entre conscience individuelle et égoïsme, affirmant que l'individualisation de l'homme le conduit à une plus grande identité avec sa réalité, sans être égoïste. Il explique que cela peut se ressembler extérieurement, mais il faut connaître la personne pour véritablement comprendre son état de conscience. Le phénomène de la conscience évolutive est une manifestation de haute centricité plutôt que d'égocentrisme. Un enfant centré dans sa conscience créative n'est pas égocentrique, mais exprime sa conscience subjective. Cela nécessite une éducation et une réorganisation psychique pour comprendre et ajuster ces manifestations. Il est peu probable qu'un enfant soit fusionné, car cela nécessite une altération profonde du cerveau et de la mémoire. De plus, la fusion ne se produit généralement qu'avec des individus ayant suffisamment d'expérience psychologique pour comprendre le phénomène. Si un enfant était fusionné trop jeune, il pourrait avoir des difficultés sociales et nécessiter un suivi psychologique. Pour les parents d'enfants ayant des difficultés socio-affectives, il est important de les mettre en contact avec des personnes matures qui comprennent que les enfants ont besoin de canaliser leur énergie. Des enfants souffrant d'hyperactivité peuvent être causés par un manque d'opportunité d'extérioriser ce qui est en eux. Les parents doivent être sensibles aux besoins de leur enfant et les guider dans la bonne direction pour manifester leur énergie créative. La société actuelle est matérialiste et nous devrions utiliser ces connaissances à notre avantage. Certains professionnels peuvent tester et orienter les enfants, mais ces tests ne sont pas toujours précis sur le plan psychique. Il est donc important de trouver des personnes qui peuvent comprendre et soutenir les enfants avec des caractéristiques spécifiques. Le texte explique que les problèmes psychologiques des enfants sont souvent liés à leur QI et non à leur sensibilité psychique. Il est important de trouver la vibration de chaque enfant et de l'aider à s'épanouir dans son domaine d'intérêt plutôt que de le diriger vers des domaines académiques prédéfinis. Par exemple, un enfant issu d'une famille de médecins et d'avocats peut avoir une passion pour la musique rock, ce qui peut causer des tensions familiales. Chaque être humain a une voie d'expérience tracée par son évolution et son passé, et il est important de permettre à son âme de s'exprimer pour éviter la souffrance. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de possibilités pour explorer leur sensibilité et être soutenus par les systèmes d'information. Il est essentiel pour leur épanouissement de suivre leur nature profonde et de passer à travers les expériences nécessaires dans leur vie actuelle. Dans cet extrait, l'auteur aborde plusieurs aspects de la vie et de l'expression de soi. Il affirme que l'expression de soi permet à l'individu de prendre conscience de sa créativité et de ressentir la puissance de son expression. Cependant, il souligne que dans le processus de créativité, il y a souvent de la souffrance, car cela fait partie de l'expérience de l'âme et de l'involution. L'auteur explique que la créativité est liée à l'âme, qui est constituée de matière astrale et joue un rôle essentiel dans la prise de conscience du moi chez l'homme. Cependant, étant expérientielle et non créative, l'âme est constamment en quête d'expérience, ce qui peut entraîner la souffrance de l'ego. Il suggère que pour évoluer, l'homme doit cesser de vivre uniquement à travers l'expérience de l'âme. Cela nécessite un rapprochement avec le double, permettant à l'âme de devenir un plan d'énergie astrale purifié, qui ne régit plus l'ego mais devient simplement le noyau vibrant de la conscience humaine. L'auteur affirme que la conscience de l'homme se situe dans l'âme plutôt que dans le mental, et que l'homme doit parvenir à connecter ces deux plans pour accéder à une lumière plus vaste et absolue. Il explique que la condition humaine est marquée par l'involution, le voile de
l'existence et la recherche d'identité. Selon lui, l'homme est constamment à la recherche spirituelle car le noyau de son âme n'est pas connecté à la lumière de l'homme. Dans cette discussion entre Hergé et Boulevard M, ils abordent le thème de la conscience et de l'amour. BDM explique que ne pas perdre son âme signifie ne pas abaisser le taux vibratoire de sa conscience en commettant des actes négatifs. Au contraire, il faut élever sa conscience en spiritualisant sa vie. Cependant, BDM souligne qu'il est également important de développer son intelligence et de comprendre la vie d'une manière scientifique. Pour cela, il faut passer au plan mental. L'amour joue un rôle crucial dans l'élévation de la conscience, mais il doit être vécu de manière intelligente plutôt que simplement spirituelle. BDM affirme que le Christ est mort par amour pour l'humanité, mais il ne mourait pas d'amour, c'était une partie de son initiation. Les initiés doivent souvent souffrir un martyre. Concernant la philosophie, BDM affirme qu'elle est limitée et ne peut pas répondre aux questions de la vie de manière absolue. Il pense que la philosophie est en train de mourir car elle n'a pas la capacité de se renouveler et de créer une nouvelle compréhension de la réalité. Selon Bernard de Montréal, la philosophie d'aujourd'hui ne remplit pas les mêmes fonctions qu'elle avait pendant la Seconde Guerre mondiale ou l'époque de Sartre. Elle ne nourrit plus, ne comble plus et ne répond plus aux questions fondamentales de l'homme. La philosophie reste intéressante en tant que jeu intellectuel, mais elle n'est pas une force créative capable de faire évoluer les formes et les idées. La philosophie a joué un rôle dans l'évolution de l'humanité, mais elle a fini par s'épuiser. Aujourd'hui, l'homme est trop intelligent pour se laisser imposer des doctrines extérieures et a accès à sa propre conscience. La philosophie devrait être utilisée pour faire avancer la forme et les psychologues devraient également faire un pas en avant pour comprendre l'homme dans sa totalité plutôt que de se limiter à son comportement. Ces sont des rôles et des fonctions différentes, mais il est nécessaire de dépasser ces approches limitées pour véritablement comprendre l'homme et la pensée. Le rôle de la psychologie est de comprendre et d'expliquer l'homme à lui-même. Si elle n'est pas capable de le faire, elle ne sert qu'à maintenir le statu quo de son comportement. La psychologie devrait être une science réelle de l'esprit, capable d'expliquer les mécanismes astraux de la conscience involutive pour empêcher l'aliénation mentale. Par exemple, lorsqu'un enfant voit un petit bonhomme au plafond, il est important de comprendre d'où vient cette vision et de ne pas la rejeter. Si la psychologie ne peut pas expliquer cela, elle sera incapable d'aider les individus confrontés à des déséquilibres psychiques. La science doit aller au-delà de ces théories et concepts pour plonger dans la mécanique astrale de la conscience involutive. Les psychologues sensibles et ouverts d'esprit devraient explorer d'autres auteurs, comme Rudolf Steiner, pour enrichir leur compréhension de l'homme. Le protagoniste exprime sa frustration quant au manque de reconnaissance de philosophes et penseurs tels que Rudolf Steiner et Khalil Gibran dans les universités et les établissements scientifiques. Il critique également l'obsession de la communauté académique pour les philosophes canoniques comme Kant et Nietzsche. Que d'autres voix et perspectives méritent d'être entendues. Il remet en question l'utilité de la discussion philosophique traditionnelle, se demandant si elle véritablement conduit à une prise de conscience ou si elle se limite à des débats intellectuels. Le protagoniste fait également appel aux médecins et professionnels de la santé, les encourageant à se familiariser avec des auteurs et des œuvres littéraires plus créatifs, humains et essentiels. Il souligne l'importance de découvrir et d'apprendre à connaître des personnes inconnues qui contribuent à l'évolution de la science, de la conscience et du savoir. Enfin, il critique l'importance accordée au groupe et au système, affirmant que la véritable croissance personnelle se réalise à travers l'individualisation et la connexion entre individus bien dans leur peau. L'homme, selon lui, est un être unique capable de fraterniser et d'universaliser sa conscience, mais il doit d'abord atteindre une individualité ultime et une identité personnelle. Le texte se termine en soulignant l'attrait croissant de l'ésotérisme et de l'occultisme, témoignant de la recherche d'une compréhension et d'une connexion plus profonde au-delà de ce qui est communément enseigné et connu. L'homme ressent une frustration face aux conditions psychosociales de l'évolution moderne, ce qui a été amplifié par le mouvement des jeunes dans les années 60. Les jeunes cherchent à se trouver et à se libérer de l'influence astrale qui les trompe. La conscience individuelle ne peut se développer qu'après avoir surmonté cette tromperie. La conscience collective ne peut se produire car la société actuelle ne peut soutenir une désorganisation psychologique à grande échelle. La transformation de la conscience se produira progressivement au cours de l'évolution de l'humanité. Lorsque l'humanité sera suffisamment consciente et aura été suffisamment secouée, elle réalisera qu'elle est un être individuel, lumineux et capable de s'unir avec les autres,
quelle que soit leur race. Pour comprendre cela, les gens devront regarder et comprendre le monde astral plutôt que de l'ignorer par peur de perdre la raison. La psychologie, la philosophie, la religion et la spiritualité actuelles ne fournissent plus de réponses satisfaisantes, ce qui amènera l'homme à trouver des réponses en lui-même, s'il est suffisamment rationnel et pas trompé par l'astral. La deuxième partie de la conférence abordera le fait que certains esprits président à l'évolution de la société et retardent le choc de cette mutation. Si la mutation se produisait trop rapidement, cela créerait trop de bouleversements et pourrait conduire à la perte de l'humanité.